Nous vivons au milieu d'une lumière qui ne réchauffe pas. Elle éclaire sans cesse, elle révèle tout, elle commande tout, elle exhibe tout, mais elle ne laisse presque plus rien mûrir dans l'ombre nécessaire de la pensée. La société médiatique n'est pas seulement un monde où l'information circule vite. Elle est un univers où la vitesse finit par remplacer la vérité, où l'apparence finit par usurper la présence, où le bruit finit par se faire passer pour la vie elle-même. Son danger ne tient pas seulement à ce qu'elle montre, mais à ce qu'elle apprend à devenir. Car ce monde d'images et de commentaires permanents façonne peu à peu une humanité inquiète d'être invisible. Jadis, l'existence pouvait chercher sa justification dans l'œuvre accomplie, dans la fidélité d'une parole, dans l'épaisseur d'un lien, dans le silence habité d'une conscience. Aujourd'hui, il semble parfois qu'exister signifie avant tout apparaître. Être vu vaut plus qu'être juste, être relayé vaut plus qu'être compris. Être commenté vaut plus qu'être vrai. Une étrange métaphysique de la surface est installée. Ce qui n'est pas montré paraît ne pas avoir eu lieu. Ce qui n'est pas repris paraît ne pas avoir compté. Ce qui ne brille pas semble être condamné à n'être rien. Or, le premier danger de la société médiatique est là. Elle substitue au réel son reflet. Elle fait de l'événement non plus une expérience humaine, mais une marchandise narrative. La souffrance devient séquence, l'indignation devient format, la joie devient contenu, tout doit être découpé, titré, simplifié, dramatique ou séduisant. Le monde n'est plus contemplé, il est montré. Et dans ce montage incessant, la complexité devient une faute de goût. Ce qui hésite, nuance, approfondit ou contredit la pulsation du spectacle est jugé trop lent pour une époque pressée de sentir avant tout d'avoir compris. Alors s'installe une tyrannie subtile, celle de l'instant. Le présent n'est plus vécu comme une durée ouverte sur la mémoire et l'avenir. Il est réduit à un choc, bref, à une émotion immédiate, à une succession d'urgences qui se dévorent entre elles. La société médiatique nous habitue à réagir avant de réfléchir, à condamner avant d'examiner, à applaudir avant d'interroger. Elle exalte la promptitude comme si la rapidité était un signe d'intelligence alors qu'elle n'est souvent que le masque commode de la paresse. Penser demande du temps. Or le temps est précisément ce que le règne médiatique dissout avec méthode. Mais il y a plus grave encore. À force de transformer toute chose en spectacle, cette société altère notre rapport moral au monde. Voir n'est plus rencontrer. Savoir n'est plus comprendre. Être ému n'est plus s'engager. Nous consommons des drames lointains entre deux distractions, des guerres entre deux réclames, des vies brisées dans le même flux que les divertissements frivoles. La même surface reçoit tout, égalise tout, finit par rendre équivalent ce qui ne devrait jamais l'être. Le tragique et l'anecdote voisinent avec une insolence tranquille. Dès lors, le cœur s'use, non parce qu'il ne ressent plus, mais parce qu'il ressent trop vite, trop souvent, sans pouvoir transformer l'émotion en responsabilité. La compassion devient réflexe, puis fatigue, puis indifférence. La société médiatique fabrique aussi une anthropologie de l'inquiétude. Celui qui y vit apprend à se regarder vivre comme s'il se tenait en permanence devant un tribunal diffus. Il faut donner de soi une image, gérer son visage public, polir sa visibilité, surveiller sa trace. L'intime recul, le secret, n'est pas le mensonge, mais la dignité intérieure de l'être. Il devient suspect. On ne supporte plus ce qui se dérobe. Tout doit être livré, expliqué, partagé, exposé. Pourtant, un être humain sans retrait ressemble bientôt à une maison sans porte. N'importe quel vent la traverse, n'importe quel regard l'occupe, n'importe quelle rumeur l'habite. Dès lors, la liberté elle-même se trouve menacée, car on croit souvent que la multiplication des canaux et des paroles suffit à garantir l'émancipation. C'est oublier qu'un homme saturé de messages n'est pas nécessairement plus libre qu'un homme réduit au silence. Il peut même l'être moins s'il ne sait pas distinguer l'essentiel de l'accessoire, le vrai du vraisemblable, l'important du viral. La servitude morale ne prend pas toujours la forme de la censure, elle peut prendre celle de la distraction infinie. On ne nous interdit pas de penser, on nous dispense de le faire. On nous offre sans cesse de quoi réagir, rarement de quoi méditer. Et l'esprit, à force de sautiller d'un signal à l'autre, perd la force grave de demeurer.
Le langage lui aussi s'abîme dans cette mécanique. Sous la pression du commentaire continu, les mots ne servent plus à dévoiler le monde, mais à l'exploiter symboliquement. On ne parle pas pour chercher la justesse, on parle pour marquer, frapper, polariser, exister dans la mêlée. La parole devient projectile, la nuance paraît molle. La prudence ressemble à une faiblesse, l'insulte a le prestige de l'énergie. Alors, la pensée se raidit en slogan, la conversation se décompose en affrontement et la vérité, qui a besoin d'une longue patience, se retrouve chassée par l'efficacité du trait. Il serait pourtant trop simple d'accuser les seuls médias comme des puissances extérieures. La société médiatique prospère aussi sur nos consentements secrets. Elle flatte en nous des désirs anciens, être reconnu, avoir raison, juger vite, appartenir à un camp, transformer sa solitude en audience. Elle exploite notre fin de signe, notre peur de n'être personne. En cela, elle est moins une machine dressée contre l'homme qu'un miroir tendu à ses fragilités. Son danger est d'autant plus grand qu'elle épouse certaines inclinaisons de notre âme et les amplifie jusqu'à la caricature. Résister ne signifie donc pas se retirer du monde ni rêver à un impossible retour en arrière. Il s'agit plutôt de reconquérir une hygiène de l'esprit. Réapprendre à se taire, consentir à ne pas tout voir, à ne pas tout commenter, à ne pas tout transformer en opinion. Sauver en soi les zones de lenteur, lire longuement, écouter vraiment. Préférer la profondeur obscure d'une conviction mûrie à l'éclat instantané d'une réaction brillante. Il faut réhabiliter le silence, non comme une fuite, mais comme une discipline de liberté. Dans le silence, la pensée cesse d'être poursuivie par des modes de l'instant. Elle retrouve son souffle, sa mesure, sa probité. Car le plus grand danger de la société médiatique n'est peut-être pas qu'elle nous mente, c'est qu'elle nous habitue à vivre loin de nous-mêmes, dans une agitation de reflets où l'âme peu à peu oublie son propre visage. Elle nous expose sans nous révéler, nous relie sans toujours nous unir, nous informe sans nécessairement nous instruire. Elle fait beaucoup de lumière, mais cette lumière parfois ressemble à celle des vitrines. Elle attire l'œil, elle aiguise le désir, elle empêche de dormir. Et peut-être la sagesse commence-t-elle là, dans ce refus calme du vacarme, dans cette fidélité à l'invisible, dans ce courage presque subvertif de préférer l'être à l'apparition. Car une civilisation se perd quand elle ne sait plus regarder autrement qu'en public. Elle se sauve peut-être lorsqu'un homme, un seul, ne serait-ce qu'un seul, consent encore à penser à voix basse.